De Mayerling à Sarajevo, un film de 1940 de Max Ophuls, assisté de Jean-Paul Dreyfus, sur un scénario de Karl Zuckmayer, adapté par Jacques Nathanson et Max Ophuls, avec dans les rôles principaux Edwige Feuillère, Gabriel Dorzia, Monique Clarion, John Lodge, Aimé Clarion, Jean Worms, Jean de Bucourt et Gilbert Gilles. Le sujet. De 1889 à 1914, 25 ans de la vie à la cour des Habsbourg, dominée par la figure de l'archiduc François Ferdinand, dont les idées généreuses touchant l'émancipation des peuples de l'Empire autrichien choquaient l'empereur et la cour. Au cours d'un voyage, François Ferdinand, donc John Lodge, ayant rencontré la comtesse Sophie Chotek, Edwige Feuillère, il l'épousera morganatiquement et vécut avec elle un grand amour qui s'acheva sous les coups de revolver de Sarajevo le 28 juin 1914, assassinat qui déclencha la Première Guerre mondiale. Quelques petites précisions techniques pour commencer. La réalisation de ce film a été interrompue par la déclaration de guerre en septembre 1939, elle reprend en début 1940, et comme Max Ophuls est mobilisé, c'est le co-dialoguiste André-Paul Antoine qui tourne quelques scènes à la place de Max Ophuls. Le montage est terminé en avril et le film sort en mai 40, période idéale pour le lancement d'un film. Autre petit problème, le rôle de l'acteur Gilbert Gilles, qui lui aussi est mobilisé, doit être abondamment coupé, et c'est l'assistant réalisateur Jean-Paul Dreyfus, dit le Chanois, qui va faire la silhouette de Gilbert Gilles dans un certain nombre de scènes d'extérieur. La cour des Habsbourg a beaucoup inspiré le cinéma. Au début des années 30, on a beaucoup d'opérettes autrichiennes. Ce sont des petits spectacles gais, sympathiques et sans prétention. Et puis, tout va changer avec le succès mondial du film de Anatole Litvak, Mayerling en 1936, avec Charles Boyer et Daniel Darieux. Désormais, les histoires d'amour des princes charmants autrichiens et de leurs dulcinés ne seront plus systématiquement comme ça des sujets d'opérettes légères et rigolotes. Non, on fait dans le sérieux désormais. Oui, si tant est qu'on puisse faire du sérieux avec des sujets pareils. Oui, on est dans le pseudo-historique, on est dans le gros mélodrame larmoyant, mais impérial. Alors, le film Mayerling de Boyer et Darieux se termine donc, comme le titre l'indique, par la mort des deux amants à Mayerling, et les producteurs Tucherer et associés, reniflant bien sûr la bonne affaire, vont reprendre l'histoire là où Boyer et Darieux l'avaient terminé en 1936. Donc on a la suite, le film de Mayerling à Sarajevo de Max Ophuls, comme son nom l'indique, reprend le cours de cette histoire des Habsbourg à la mort de Charles Boyer et de Daniel Darieux, et on enchaîne avec John Lodge et Edwige Feuillère. C'est donc du sérieux et on a un cahier des charges très précis. Donc nous aurons des grands bals dans des châteaux magnifiques avec des décors ripollinés et de la verroterie en veux-tu en voilà. Nous aurons bien sûr des brillants officiers avec de beaux uniformes chamarrés, etc., etc. Avec Mayerling et puis de Mayerling à Sarajevo, nous assistons à la naissance d'un sous-genre du cinéma, à savoir donc le film de la cour impériale autrichienne, et on aura après-guerre bien sûr toute la série des Sissi impératrices.
Alors bien sûr, ce qui caractérise ce type de film de prince charmant et de princesse charmée, c'est la guimauve, et puis on nage dans le sirop de sucre. Mais en plus, dans De Marioling à Sarajevo, on a une deuxième couche de crème sucrée, car la bande de Max Ophuls, de Dreyfus, Tucherer, Zuckmayer, Nathanson et compagnie, ils sont bien sûr front popu dans cette tribu, et là on va avoir tout un discours social, car nous avons un prince charmant et social. Comme dirait Céline. Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, l'archiduc François Ferdinand, c'est quasiment un révolutionnaire bolchevique dans le film. Oui, on insiste lourdement sur sa volonté de donner l'indépendance aux minorités ethniques et pour venir en aide à tous les opprimés de l'Empire. Oui, l'empire des Habsbourg vu par les cinéastes juifs, ça vaut vraiment le coup d'œil. Il faut s'accrocher à son fauteuil pour ne pas tomber. Tout ce discours social dans ce film de prince charmant, c'est vraiment la cerise sur le gâteau à la crème. On comprend mieux la sévérité de François Vineuil dans son livre sur les tribus du cinéma envers tous ces cinéastes juifs venus se réfugier en France et qui avaient été accueillis comme des surdoués qui allaient montrer aux petits Français comment on faisait des grands films et qui par la même occasion prenaient la place des jeunes pousses, des jeunes cinéastes français à la recherche de premiers films à réaliser. Oui, parce que on peut dire que De Marioling à Sarajevo ne fait rien pour la gloire de Max Ophuls. Et c'est d'ailleurs encore une occasion de noter que le jugement de François Vineuil est rarement pris en défaut, car si il est sévère avec le Max Ophuls d'avant-guerre, il saura reconnaître en 1955, lorsque ce même Max Ophuls réalisera Lola Montès, les grandes qualités de ce film, et il viendra le défendre à la sortie de la polémique qui accompagnait la sortie de ce film, à tel point que Max Ophuls écrira à François Vineuil pour le remercier de sa critique élogieuse, et bien plus, il lui précisera que, conservant le texte de sa critique dans son portefeuille, il la relit à l'occasion lorsqu'il est sujet au découragement et à l'abattement. Et il y avait de quoi, puisque l'échec commercial de Lola Montès marquera la fin de la carrière de Max Ophuls.